Alors, la théorie des quantas, donc on appelle souvent théorie des quantas ce que sont la vieille mécanique quantique par opposition à la mécanique quantique moderne, actuelle. C'est une théorie qui est née en 1900, lorsque Max Planck, le physicien allemand, a cherché à interpréter le rayonnement du corps noir. Alors, un corps noir, qu'est-ce que c'est et quel est son rayonnement? Ça consiste à l'émission électromagnétique d'un corps qui est à l'équilibre thermique, donc de température déterminée. Alors pour interpréter et donner une explication rationnelle et prédictive à ce rayonnement, eh bien Planck a introduit la quantification de la matière, c'est-à-dire qu'il voyait la matière comme des petits oscillateurs qui ne pouvaient absorber et émettre que des petits paquets d'énergie. Donc le rayonnement en interaction avec cette matière quantifiée, eh bien la matière ne pouvait prendre que des petits paquets qui correspondaient justement à sa quantification à elle. Pour cela, il a introduit une constante fondamentale qui est la constante éponyme, H, la constante de Planck. H, pourquoi? Eh bien parce que H, c'est la première lettre de l'expression allemande de, alors pardonnez-moi la prononciation, je ne parle pas allemand, mais Hilfegröße. Hilfe avec H, qui signifie grandeur d'aide. Ça veut dire que Planck ne voyait pas vraiment d'avenir à sa constante. Et il s'est trompé puisque c'est effectivement actuellement une constante fondamentale parmi les trois que sont la constante de gravitation de Newton et la constante d'Einstein. Un peu plus tard, en 1905, Einstein, toujours sur le même problème, a adopté un point de vue totalement différent. Pour lui, c'était la lumière qui était quantifiée et qui était composée de petits paquets d'énergie qu'il a appelés des Lichtquanta, des quantas de lumière, qui beaucoup plus tard, en 1926, ont reçu le nom de photons. Donc pour Planck, la matière est quantifiée, mais le rayonnement est continu, alors que pour Einstein, c'est l'inverse, la matière est continue et le rayonnement est quantifié par des quantas d'énergie, plus tard photons. La théorie des quantas s'est poursuivie avec le physicien danois Niels Bohr, qui lui a interprété le spectre des atomes, en l'occurrence celui le plus simple d'entre eux, l'atome d'hydrogène. Donc un atome émet un rayonnement lorsque, donc en l'occurrence l'hydrogène, lorsque son électron change de niveau d'énergie. L'électron a des états d'énergie qui sont définis, et lorsqu'il passe d'un état à un autre, eh bien, un état d'énergie supérieur à un état d'énergie inférieur, il émet un rayonnement, et inversement, s'il absorbe de la lumière, il passe d'un état inférieur à un état supérieur d'énergie. Plus tard, la théorie s'est ensuite développée et on doit retenir le nom du physicien français Louis de Broglie, qui lui a montré que la matière avait un aspect ondulatoire. C'est-à-dire que eh bien, un électron, un neutron, un atome, une molécule eh bien, peut manifester des aspects de diffraction ou d'interférence, des aspects ondulatoires. Cet aspect ondulatoire a été ensuite formalisé dans une équation dite de Schrödinger. L'équation de Schrödinger qui est l'équation fondamentale de la mécanique quantique non relativiste. Schrödinger a introduit une grandeur qu'on note psi, c'est une lettre grecque, grand psi, et dont Max Born, un Allemand toujours, a donné une interprétation qui est la suivante. Eh bien, psi donne accès à la probabilité de détecter un objet à un certain instant dans une certaine région de l'espace. Donc on parle de probabilité cette fois-ci. Donc là, avec cette équation fondamentale, la mécanique quantique non relativiste a été figée. Dirac, un peu plus tard, en 1933, a donné une version relativiste satisfaisante jusqu'à un certain point de la mécanique quantique. Ce qu'il faut retenir en mécanique quantique, et c'est là le principe fort à la base de la théorie des quantas et puis de la mécanique quantique, c'est que eh bien, un système peut être dans une superposition linéaire d'états. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple macroscopique du chat de Schrödinger, bien connu. C'est un chat qui est enfermé dans une boîte et sa vie dépend de la désintégration aléatoire
d'un noyau qui est conditionné par la rupture d'un flacon. Le chat, on sait en physique classique, est soit vivant, soit mort. En physique quantique, on peut construire un état qui est un état intermédiaire où le chat est à la fois mort et vivant. Donc il y a une superposition linéaire d'états. Et le principe fort de la mécanique quantique, c'est justement cette superposition d'états. Alors je vais terminer pour rassurer ceux qui s'inquiètent pour les chats. Comment lève-t-on le paradoxe d'un chat à la fois mort et vivant? Eh bien, c'est l'interaction avec un environnement qui détruit cette superposition linéaire d'état. On parle de réduction du paquet d'ondes et on observe soit un chat vivant, soit un chat mort.